Moi, j'aimerais aller au-delà de ça, parce que ça pose la question, en fait, de je dirais, la démocratie environnementale. Et c'est vrai que depuis un certain temps, on entend que les enquêtes environnementales, les enquêtes publiques, c'est embêtant, ça prend du temps, qu'on pourrait faire ça beaucoup plus simplement. Le gouvernement a proposé de supprimer, sur certains cas, les enquêtes publiques en les faisant par Internet. Alors qu'on devrait, au contraire, être dans une démarche où on associe beaucoup plus les citoyens dans ces prises de décision. Je rappelle qu'on a augmenté le nombre de produits chimiques dans cette usine. C'est une décision du préfet. Et qu'il n'y a pas eu d'enquête environnementale. Ça aussi, ça a été un recul. Et je proposerai, on est en train de travailler sur un colloque au mois de novembre, justement sur cette question de la démocratie environnementale, qui me paraît vraiment un sujet particulièrement important. Un colloque qui aura lieu ici au Sénat ? Qui aura lieu, bien sûr, ici au Sénat au mois de novembre. Sur la démocratie environnementale, avec, vous avez plus d'informations ou pas encore ? Notamment associé avec Delphine Batho, Corinne Lepage, pour vraiment se pencher sur cette question, sur la place des commissaires enquêteurs, et je dirais cette dérive qu'on prend petit à petit en faisant croire que ce sont ces enquêtes-là qui feraient perdre du temps, etc., alors qu'il me semble qu'elles sont clairement indispensables. On va parler d'un autre sujet qui concerne bien sûr l'écologie. C'est aujourd'hui que s'ouvre la Convention citoyenne sur le climat. 150 citoyens tirés au sort. Ils vont se réunir 6 fois d'ici janvier pendant plusieurs week-ends. Est-ce que pour vous, cette convention, elle est utile ? Utile, oui. Moi, je ne vais pas suite à ce qu'on vient de dire, je ne vais pas m'opposer au fait qu'on associe des citoyens, 150 citoyens, présidés par deux sommités, dont Laurence Toubiana. Est-ce que ce n'est pas reculer un peu plus les décisions ? Voilà. Sur le principe, bien sûr qu'on peut saluer. La question, elle est... Il me semble que les choses ont laissé, le constat il est fait, maintenant il faut agir. Et que j'ai l'impression que depuis que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, c'est reculade sur reculade. Alors on crée des commissions, on crée des comités, mais à un moment donné, il va quand même falloir passer à l'acte. Et on s'aperçoit que quand il s'agit de passer à l'acte, et on le voit sur les textes qui défilent, eh bien à chaque fois on trouve une bonne raison de ne pas le faire. Et encore un texte, le texte sur l'économie circulaire, où pour moi, même si c'était un bon texte, ou si on a eu des avancées, on reste au milieu du gué. Le gouvernement n'est pas allé assez loin sur ce texte ? Il me semble qu'on aurait pu aller beaucoup plus loin et prendre des mesures bien sûr beaucoup plus fortes, dire à la mesure des enjeux. Donc voilà, et puis moi je me méfie aussi... C'est quoi aller plus loin par exemple sur l'économie circulaire ? Qu'est-ce que vous auriez aimé dans ce texte ? En fait, dire clairement qu'on souhaite sortir de cette économie du plastique. Alors que j'ai l'impression qu'au fond de ce texte, avec, on l'a repoussé, mais avec cette question du recyclage autour du plastique, on se campe dans une économie du plastique, à long terme, et qu'il faut réellement sortir de ça, mettre en œuvre ce qu'il faut pour ressortir de ça. Supprimer les emballages plastiques est quelque chose quand même de simple. Supprimer les emballages plastiques qu'on voit dans tous les magasins. Quand on voit que des légumes sont encore emballés dans du plastique alors qu'ils ont une protection naturelle, il me semblait que c'était quelque chose basique, simple. Non, ça c'est refusé, alors avec toujours plein de bonnes raisons qui sont données par le gouvernement. Alors qu'il me semble qu'on doit changer et que là on a des effets très concrets pour changer. On va continuer à parler d'écologie avec vous, Guillaume Gontard, puisqu'un débat avait lieu hier au Sénat. Comment adapter la France au changement climatique d'ici à 2050 ? C'était le thème de ce débat. On en parle avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Guillaume Gontard. Alors on le disait, il a été question hier dans l'hémicycle du Sénat de l'adaptation de la France au dérèglement climatique d'ici à 2050. Voilà, et très concrètement, il a été question de ces images que vous allez voir dans un instant. Les plages de Saint-Martin dévastées par l'ouragan Irma, c'était il y a 2 ans. Ou encore un autre moment fort dans l'hémicycle lorsqu'il a été également question des épisodes de canicule. Il y en a eu 2 cet été. Pourquoi est-ce que je vous montre ces images ? Eh bien parce qu'en fait, c'est la question posée par la délégation à la prospective. Comment vivrons-nous ? Comment sera organisée la France en 2050 lorsque la moyenne des températures aura augmenté de 2 degrés ? Il ne s'agit plus de dire qu'on va inverser la tendance sur cette hausse de la température. Tout le monde, y compris dans l'hémicycle, sur les bancs de la droite, reconnaît qu'il y a cette hausse des températures. Mais la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va s'organiser, comment est-ce qu'on vivra lorsque ces températures auront augmenté. Et d'après ce rapport, on est loin du compte. Écoutez l'un des 2 co-rapporteurs, Ronan Dantec, c'était hier dans l'hémicycle. Notre rapport n'est ni catastrophiste ni fataliste. Il est néanmoins sévère sur les retards pris dans la mobilisation des acteurs publics et des filières économiques
au-delà, et je le souligne, de quelques grandes structures scientifiques qui, elles, sont engagées dans la réflexion et produisent déjà des préconisations précises. Voilà. Dans le rapport des sénateurs, il y a 18 propositions au total, des choses très concrètes. Je voulais vous montrer 3 de ces propositions. Il y a notamment la question de l'adaptation du bâti, que ce soit sur les inondations ou encore sur les épisodes de canicule, et aussi dans les territoires d'outre-mer sur ces ouragans qu'on a vus tout à l'heure. Il y a également la question de l'adaptation sur les politiques de l'eau, comment mieux récupérer l'eau, comment moins en dépenser, et enfin cette question d'un grand plan national d'adaptation de l'agriculture. Ça aussi, c'est très important car l'agriculture est extrêmement dépensière en termes d'eau. Les sénateurs ont insisté dans le rapport, et je voulais terminer là-dessus, il faut que toutes les strates de la société s'emparent du sujet pour que les pratiques puissent être adaptées. Et là encore, on est loin du compte. Merci beaucoup Quentin, on vous retrouve tout à l'heure. Guillaume Gontard, est-ce que la France est prête face à ce changement climatique, face à cette urgence climatique ? Ouais, non, je ne pense pas qu'on soit complètement prêt, qu'il y a beaucoup à faire. Je voyais ces images, moi, mon territoire, les Alpes, on ressent le changement climatique. En tout cas, le changement climatique est 2 fois plus rapide qu'ailleurs. La fonte des glaciers, elle est réelle, on la voit. Des pans de montagne qui s'écroulent. Et donc tout ça, c'est très concret, c'est sous nos yeux. Vous voyez les images, j'ai vu le lac d'Annecy cet été qui avait diminué de moitié. Donc tout ça, c'est concret. Et on a toujours une certaine inertie pour réagir. Vous expliquez comment cette inertie alors ? Je dirais que je me l'explique pas, puisqu'on a tout sous les yeux. Et c'est ce que disait... C'est pas un problème de prise de conscience, parce que dans l'hémicycle, hier, on avait l'impression qu'il y avait un certain fatalisme. Pour vous, en 2050, il y aura des réchauffements climatiques, il y aura ces catastrophes, c'est acté. Je dirais un peu ce qui m'inquiète. On est dans une assemblée, le Sénat, qui parle beaucoup de bon sens, de pragmatisme, de réalisme. Et je pense que là, justement, le bon sens, le pragmatisme, le réalisme, c'est d'agir. On a eu le rapport du GIEC qui, en gros, nous fait un constat, je dirais, assez dramatique, mais avec de l'espoir en face, avec des mesures très concrètes à prendre pour à la fois contrer ce changement climatique et également s'adapter. Il y a des mesures sur le logement. Moi, je suis intervenu hier sur la question du logement, très concrètement. Comment on fait pour à la fois utiliser des logements plus économes en énergie, pour faire en sorte qu'on puisse mettre des filières, parce qu'en plus, ce travail-là permet de créer de l'emploi non délocalisable sur nos territoires. Donc cette transition, elle peut clairement être heureuse, à condition qu'on s'y attache. Et il me semble qu'il y a un échelon qui est là, qui sont les villes, qui sont les collectivités, qui sont les métropoles, qui sont les comités de communes, qui peuvent réellement... qui sont des lieux de proximité. Et là, on est sur du changement d'habitude. Il va falloir qu'on change notre façon d'être, notre façon de vivre. C'est pas facile. C'est facile pour personne. Et cet accompagnement, il passe par de la proximité. Et il me semble qu'on doit donner les moyens, et c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui, qu'on doit donner les moyens. Alors on pense souvent aux moyens financiers, mais il me semble qu'on doit donner les moyens en termes d'ingénierie, d'accompagnement aux collectivités pour pouvoir qu'elles puissent aborder ce problème et apporter des solutions de proximité. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, les collectivités, les élus locaux, les habitants aussi peut-être, sont plus en avance que les gouvernements et les États sur cette question de l'urgence climatique ? Bien sûr, on le voit, je veux dire, sur la question du plastique. Je reviens là-dessus, puisque ça a été toute la semaine sur cette question des déchets. J'avais déposé, avec mon groupe, un amendement qui était la fin du plastique en 2040. Je dirais que je me suis fait incendier alors qui était passé, d'ailleurs le gouvernement est revenu dessus très rapidement. Je me suis fait incendier sur les réseaux sociaux en disant mais 2040 vous êtes complètement fada. Voilà. Juste rappeler qu'on est dans l'opposition et qu'on essaye de faire avancer les choses avec les moyens qu'on a. Mais on voit que sur des choses très simples, bien sûr que les citoyens ils ne comprennent pas pourquoi très rapidement, tout de suite, on ne peut pas supprimer des emballages plastiques. Pourquoi on ne peut pas réorienter cette question et diminuer nos emballages sur des choses très, très concrètes. Donc bien sûr qu'on est en avance. Je pense que la plupart de nos concitoyens ont déjà fait cette révolution dans leur tête. Maintenant, il faut que le politique prennent les devants et puis agissent concrètement, parce que par contre la solution sera de toute façon politique. Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine ambiguïté d'Emmanuel Macron et du gouvernement sur cette question de l'écologie ? À la fois, il se dit très écologiste, on le voit notamment à l'international, il parle de budget vert aussi en France, et vous nous dites les choses n'avancent pas. Est-ce qu'il y a une ambiguïté du président sur cette question ? Il me semble clairement, c'est-à-dire que ce que je disais tout à l'heure, depuis 2 ans, on a des très beaux discours. Je dirais que la plupart des discours, je pourrais adhérer, je pourrais être d'accord. Mais
à chaque fois, on a eu l'épisode Nicolas Hulot qui est arrivé face à un mur et qui a bien vu qu'il ne pourrait pas changer les choses, que le poids du lobby était là, était très fort. On l'a vu encore, je reviens sur cette loi, sur ce fameux recyclage du plastique, qui en fait était une fameuse consigne sur le plastique, qui en fait était juste liée au recyclage, n'était pas la consigne telle qu'on l'imaginait. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le poids des lobbies qui ne veut pas sortir du plastique et qui veut continuer là-dessus. Et donc on a besoin d'avoir une affirmation très forte qu'on n'a pas. Alors on crée des comités, on repousse à plus tard, et il me semble qu'on n'en est plus là. Et le gouvernement pour vous est soumis au poids des lobbies sur cette question? En tout cas, on a quelques exemples qui montrent clairement, je ne parlerai pas du lobby de la chasse sur un texte récent sur la biodiversité, on voit que souvent ce sont les lobbies, et je dirais très souvent, qui ont le dernier mot.